Pianiste attitré de la Cinémathèque québécoise depuis quelques 35 ans. Oui. Gabriel Thibodeau est devenu un spécialiste de l'accompagnement des films muets. Les festivals spécialisés, Pordenone, Bologne, ont fait souvent appel à ses bons services, mais il est aussi allé se promener au Japon, aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Portugal et ailleurs, en accompagnant des films muets. Mais Gabriel, qu'on a le plaisir de recevoir ce matin, bonjour Gabriel. Bonjour Robert. Gabriel est aussi un compositeur prolifique. Il a fait des partitions originales, entre autres pour le Fantôme de l'Opéra, Poil de carotte, Le Bossu de Notre-Dame, Le Montreur d'ombre, et aussi des œuvres de concert. Donc, c'est un homme multiple qu'on a le plaisir d'accueillir, puis on est privilégié parce que tu es de passage parmi nous, on t'attrape. Ouais. Mais on t'attrape parce que vendredi prochain, le 3 mai, à la Cinémathèque, tu vas accompagner Une page folle, un film japonais de 1926 de Tinosuke Kinugasa, qui est un film qui n'est pas très connu, mais qui est un film extraordinaire que toi, tu connais bien. Oui. Tu l'as déjà accompagné à la Cinémathèque, mais ailleurs aussi. Également. Oui. La dernière fois que je l'ai fait, c'était justement en présence de la directrice de la Cinémathèque nationale japonaise au festival Il Cinema Ritrovato à Bologne. Et justement avec la violoniste qui va venir ici à Montréal, qui s'appelle Silvia Mandolini, qui joue à l'Opéra de Bologne. Mais on a fait quelque chose de vraiment très bien. J'aime beaucoup ce film-là. C'est vous l'aviez accompagné ensemble à Bologne. Oui, l'été dernier. Ouais. Et ça, il y a eu une version restaurée maintenant du film? C'est une version restaurée, oui, effectivement, qui avait été restaurée avec les conseils aussi de Marianne Levinsky, qui se trouve être la grande spécialiste du monde germano-francophone. Mais c'est très curieux parce que quand on dit le titre, Une page folle, personne ne réagit. Pourtant, Kinugasa, c'est un cinéaste qui a été très important dans l'histoire du cinéma japonais. Je retrouvais des notes. Il a été acteur dans 60 films avant de devenir cinéaste. Ouais. Puis il a fait à peu près 120 longs métrages. Puis au moment où il fait Une page folle, il y a déjà 35 films à son crédit. Ce qui est remarquable, c'est que c'est une adaptation d'un texte du grand romancier Kawabata. Et Kawabata, pour les amateurs de littérature japonaise, on sait que c'était lui-même un cinéphile passionné, et c'est pas très accidentel qu'il a écrit pour le cinéma, mais c'est comme un plus par rapport à la curiosité face à ce film-là. Mais tu peux nous en dire un mot, comme tu l'as vu plus récemment que moi? Le film en tant que tel, c'est une espèce de bijou pour le cinéma, point. Le cinéma muet aussi. C'est quand même un truc intéressant. Je sais que Kinugasa avait fait la première version, même avec des intertitres en japonais. Au niveau esthétique, c'est vraiment un mélange de formalisme et puis où on a de la difficulté à saisir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a tout un jeu de fantaisie. On a de la difficulté à se retrouver au travers de tout ça. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Moi, ça m'a pris quand même... La première fois que j'ai joué là-dessus, je n'avais pas compris, j'avoue. Est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais moi, je me souviens pourtant d'un accompagnement magnifique à la Cinémathèque. Il doit y avoir 25 ans de ça, où tu avais fait une musique très, très contemporaine sur le film. Oui, bruitiste au fond, où j'avais très bruitiste, joué dans le piano et tout, parce qu'il faut dire qu'il y a des scènes absolument hallucinantes où on voit qu'il y a un orage à l'extérieur. Ça commence d'ailleurs, il y a un orage et l'eau, il y a de l'eau qui s'engouffre dans des portes, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est dans un asile, et il y a des gens qui se rebellent dans l'asile, il y a des trucs extrêmement violents.
c'est certain que ça m'avait beaucoup impressionné, puis effectivement, j'avais joué pas mal fort dans le piano. Il y a un autre truc très curieux, quand je faisais des notes sur Kinugasa, c'est un cinéaste qu'on a oublié. Partout, on dit il aurait dû avoir sa place à côté de Mizoguchi, Ozu et compagnie. Mais on le connaît à cause d'un film, parce qu'en 1954, Kinugasa, il y a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes avec un film qui s'appelait La Porte de l'Enfer, qui a été célébré à l'époque à cause de son travail sur la couleur. Or, ce film-là est sorti en salle à Montréal. Alors, c'est très curieux. Les gens de ma génération ont vu La Porte de l'Enfer. C'était pas fréquemment qu'on pouvait voir des films japonais en salle commerciale à Montréal. Donc, c'est un cinéaste qu'on a fréquenté sans vraiment le savoir. Puis là, grâce à la projection de la semaine prochaine, on va retrouver sa trace à ses débuts, à l'époque où c'était un cinéaste important de l'époque muette japonaise. Oui, puis moi, ce que j'en ai lu aussi, c'est qu'au fond, il avait fait tant de films avant de faire celui-là, puis là, il s'est dit, maintenant, je vais faire un vrai film. Un film où il n'y a pas de compromis de théâtre, de convention, où, en fait, c'est vraiment l'époque où les gens voulaient faire des films qui n'étaient possibles qu'en film. S'il y a des effets spéciaux, c'est fait manuellement. Là. Il n'y avait pas d'ordinateur, évidemment, tout ça. Et je pense que pour lui, ça a été vraiment, vraiment un grand pas dans son langage cinématographique. Quand vous avez fait La violoniste et toi, l'accompagnement à Bologne, il y avait des éléments d'une partition, toi, tu avais mis des éléments d'écriture avant de vous lancer? Non. D'ailleurs, je dois dire aussi que même la première fois que je l'ai fait, par contre, j'avais écouté. Il y avait à l'époque une bande-son qui avait été ajoutée. Et c'était entièrement bruitiste, en fait. C'était quand même très intéressant, mais c'est à la japonaise. C'est-à-dire que parfois, il y avait ça comme une cloche. Un petit froissement de papier, des trucs du genre. Non, en fait, avec Sylvia, on a une approche où on discute du film, on travaille le sens même du film. Et moi, je donne des indications, je lui donne des indications, j'aimerais que tu me fasses des pids à tel endroit que tu joues. Là, tu ne joues pas, tu me laisses aller. Et puis après, tu entres, tu joues toute seule. J'aimerais que tu portes l'attention à un moment donné, un bouton dans l'histoire qui devient comme une espèce de grande boule. Concentre-toi là-dessus. Puis c'est un jeu comme ça, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de musique contemporaine. Beaucoup, et qui a l'habitude justement de faire des choses assez inhabituelles. Et puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma aussi, dont son frère est professeur de cinéma ici à Montréal. Mais vous vous jetez à l'eau à tout ça? Absolument, oui. En fait, l'été dernier, moi, je suis allé chez elle, on a répété, on a fait des bouts, mais jamais le film au complet. Et on l'a fait au complet devant la salle. Oui. Mais j'ai donné plus des indications dans le genre, peut-être que si tu as des problèmes psychologiques, c'est le temps de les exprimer. Mais est-ce qu'il y a des références musicales auxquelles vous faites appel? Peut-être il y a quelques modes japonais, parce que j'ai déjà travaillé aussi avec un orchestre traditionnel japonais, puis je sais un peu comment ça fonctionne, mais c'est pas tellement ça qui est important. C'est pas un film où on écrit, c'est écrit sur l'écran, il faut jouer telle pièce, ou comme tu es venu il y a quelques semaines, écoutez, voir Humoresque de Borzag, ou là, Humoresque, c'est de Dvorak, en fait. Je l'ai joué. Oui. Et là, il n'y a aucune référence. Aucune. Est-ce qu'on sait, à l'époque, tu dis que dans une version plus récente, on a mis une musique bruitiste dessus, mais en 26, quand le film est sorti, est-ce que, à ta connaissance, il y avait une musique qui était proposée d'accompagnement? Non, je crois pas.
Je crois pas. Je pense que c'était plutôt un Benji. Ça, c'était... C'est ça, parce que ça aussi, on dit, quand on lit sur le film, c'est un film où le Benji, le bonimenteur, était très important. Oui. D'autant plus, comme tu nous l'as rappelé, que le cinéaste avait fait, finalement, s'était débarrassé des intertitres. Oui. Donc, le Benji, pour un public large, devenait un élément, une composante du film même. Ah, de toute façon, même à l'époque au Japon, les gens allaient voir le film pour le Benji. Oui, c'est ça. C'était une vedette, en plus, le Benji. Ils étaient très connus. Oui, Il y avait des célèbres et des moins célèbres. Et c'était... Et tu sais pourquoi? Comment ils sont devenus célèbres, ces gens-là? Non. C'est parce que, dans la ligne de distribution des films européens, le Japon, c'était la fin du monde. Et bien souvent, il faut voir la collection de films muets au Japon, à Tokyo, elle est extraordinaire. Oui. Parce que les films arrêtaient là. Puis ils ont gardé, en fait, des copies européennes. Les copies sont restées là. Oui, puis avec le soin qu'ils ont pris des copies, c'est une collection absolument hallucinante. Oui. Mais les gens, ils recevaient des copies, et puis bien souvent, même, il y avait des gens qui ne pouvaient pas traduire, parce qu'il n'y avait pas que du cinéma américain, hein? Il y avait quand même du cinéma tchèque, il y avait de toutes les langues. Et le Benji regardait le film et inventait une histoire. Et puis les gens venaient... une nouvelle version. Ben, je vois pas tellement la différence entre ça et moi et ce que je fais moi, parce que j'apporte mon point de vue plus contemporain sur quelque chose que je peux pas forcément comprendre entièrement. Oui. Parce que, comme j'ai expliqué, j'ai travaillé avec un orchestre japonais sur un film de samouraï qu'on a fait, on a présenté aux États-Unis, à Los Angeles, là, puis en tout cas à l'université à New York. Et là, à un moment donné, je jouais, il y avait une violoncelliste avec moi qui était de Montréal, et puis j'avais l'orchestre japonais, puis on jouait ensemble. Puis à un moment donné, les Japonais nous ont demandé, est-ce que vous pouvez nous jouer ce que ça donne, violoncelle, piano, sur telle scène? Alors, on a joué, et puis... Tout d'un coup, ils sont mis à rire, mais ils ont dit, mais vous êtes en train de faire un drame de Shakespeare. Ça n'a aucun bon sens. Maintenant, moi, puis c'était parce qu'il y avait l'empereur qui était là, dit, non, c'est la cérémonie du thé, voici comment il faut faire. Alors, ça commençait avec une petite cloche. Le biwa. Et ça recommençait. Donc, nous, on est arrivés avec les gros drames. Donc, est-ce que j'avais compris? Est-ce qu'on peut comprendre vraiment? C'est une lecture. C'est une lecture. Oui. Donc, c'est pour ça, moi, je trouve que le Benji, je trouve que c'était très intéressant parce qu'on s'attache, au fond, à la personne qui nous tient par la main, au fond. Un peu. Je pense que c'est aussi le rôle que j'ai tenu aussi à la Cinémathèque avec l'expérience que j'ai eue des étrangers, des voyages et tout. C'est que j'apporte un point de vue. Pour dire, même avec ma façon de jouer, je peux même pointer, avec une note, je peux pointer du doigt à l'écran, regarder un élément que vous n'auriez peut-être pas vu autrement. Mais ce que tu décris là, pour moi, c'est très important parce que je pense que dans le cadre de l'histoire de la Cinémathèque, ici, ça a permis de trouver un public pour le cinéma muet qui n'était pas là. Il y a toujours des curieux qui venaient voir des films muets, mais depuis que tu travailles à la Cinémathèque, ce public-là, il s'est complètement redéfini, élargi. Et l'autre soir, j'étais à Humoresque aussi, et il y a des gens que tu revois à chaque projection quand tu accompagnes, et ça, c'est très précieux. Et c'était, à l'époque, je me souviens, il y avait beaucoup de professeurs de cinéma qui venaient. Oui. Ça s'est entièrement renouvelé. Ce qui est normal aussi après 35 ans. C'est pas tout le monde qui revient. Mais ça s'est élargi. Oui, puis c'est l'équilibre de la salle qui est intéressant parce que il y avait des gens de mon âge autour de moi, mais il y avait des gens qui avaient 27, 28 ans dans le rang d'avant. Fait que, je veux dire, cet équilibre-là en dit long aussi. Ah oui, parce qu'au fond, quand je pense à c'est quelqu'un de 28 ans qui vient m'écouter, c'est comme, je pense que j'ai mis en introduction de cette séance que ça faisait plus de 35 ans que j'étais à la Cinémathèque. J'ai remercié le public, même ceux qui n'étaient pas nés quand j'ai commencé. C'est effectivement, Mais c'est de voir la réaction des gens
qui redécouvrent le cinéma qu'ils ont peut-être connu avant, mais ceux qui découvrent ce cinéma-là. Oui. Ceux qui découvrent que le cinéma, ça commence pas avec Terminator, mais qu'il y a eu vraiment autre chose avant et que les gens avaient beaucoup d'imagination. Et toi, tu continues à faire des découvertes, à être surpris face à des films muets? Oui, puis bien souvent avec les mêmes films que j'ai accompagnés il y a longtemps. Que tu redécouvres à Absolument. 15 ans de distance. Oh, 15-20 ans, un peu comme par exemple justement Une page folle. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ce qui se passe. Je me souviens que nos rapports à toi et à moi par rapport à La Terre de Dovzhenko, par exemple, que tu as fait très régulièrement à la Cinémathèque, mais je me souviens que la dernière fois, il y a 2 ans, ou 2 ans et demi à peu près, enfin, il n'y a pas très longtemps, je suis allé le revoir pour le plaisir de revoir un film que j'adore, mais j'avais l'impression que tu proposais une lecture relativement différente de ce que je t'avais entendu faire dans le passé. Tu sais, tu avais enlevé les éléments plus sentimentaux qui me semblaient avoir été là dans le passé. Ouais. Puis là, on avait une lecture plus attentive, finalement, qui essayait pas d'interpréter beaucoup, mais juste de souligner discrètement le film. Oui, je pense que c'est des étapes dans la vie aussi. C'est-à-dire, j'étais jeune, j'étais encore très, ça fait juste un peu plus longtemps que je suis jeune, là, mais c'est que c'est certain que notre façon d'interpréter la musique, quand on est jeune, puis quand on prend un peu d'âge, il y a peut-être effectivement un peu moins de sentimentalité. Je me souviens de la première version, j'avais mis comme de l'accordéon, j'avais invité une de mes amies russes à jouer au piano pendant que je faisais un peu de l'accordéon à bouche, et puis elle avait ma compagne de l'époque qui chantait des chants folkloriques ukrainiens en même temps. Mais je me souviens qu'on avait eu même des costumes ukrainiens pour jouer. Aujourd'hui, je ne ferai plus jamais ça. Aujourd'hui, tu es vêtu de noir. Oh, moi, on me voit. De toute façon... Tu as des cheveux blancs. J'ai des cheveux blancs. Comme je dis bien souvent, les gens ne vont pas payer pour voir un petit monsieur comme moi pour jouer. En fait, c'est... Oui, mais néanmoins, tout le monde le dit que quand on va voir un film muet à la Cinémathèque, quand c'est toi qui l'accompagne, c'est clair qu'il y a des gens dans la salle qui viennent entendre Gabriel Thibodeau maintenant. Il y a des gens qui savent que le travail que tu fais sur les films est très personnalisé. Oui, mais au fond, en vieillissant, c'est sûr que je me suis retiré un peu de l'image. Comme ils disent, on ne peut pas sauver un film. Si le film n'est pas bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste accompagner le film où il va se planter. C'est tout. Oui. Mais moi, je me retire. Mon point de vue, il est beaucoup moins important. Je ne suis pas porté sur un éclairage, mais... Est-ce que c'est un point de vue que tu partages avec parce que tu as beaucoup de copains maintenant dans ce milieu-là, des gens qui accompagnent les films dans les festivals italiens notamment. Est-ce que c'est un point de vue qui vous est commun, ce que tu viens de dire? Qu'on se retire, pas forcément, non. Il y a déjà encore des gens pour qui c'est important de mettre son ego devant. Hein. Ouais. Peut-être que moi aussi, hein, je mets mon ego, j'ai ma façon d'être ego aussi. Hein, c'est pas, mais les points de vue ça peut être assez radical. Il peut y avoir des gens, mais ça dépend aussi du personnage. Au fond, on est tous un peu des hurluberlus, hein. Oui. Non, mais moi, je me souviens de projections où les musiciens faisaient du show business et je trouvais que là, ils existaient davantage que le film. Ils n'étaient plus là pour servir le film. Ouais. Ils faisaient un spectacle, puis tant mieux si le film pouvait suivre. Alors. Non, parce que moi, j'ai déjà vu, par exemple, justement, Le Fantôme de l'Opéra, dont j'ai fait la musique il y a 30 quelques années. Puis, j'avais un groupe de jazz qui avait joué là-dessus. La musique était tellement forte que j'arrivais même pas à lire les intertitres. Ah oui. Donc, il y a...
Oui, c'est avec le temps. En tout cas, mon approche, c'est je me retire et puis pourquoi pas mettre une seule note? Pourquoi pas faire des silences? Pourquoi pas faire une musique qui s'attache à la structure? Pourquoi pas mettre au piano ce qu'on ne voit pas? Bon, c'est ce que tu nous proposes pour la semaine prochaine avec une page folle? On va les jouer dans les tréfonds de l'inconscient. Ça va être très freudien. Bon, alors, très bien. Alors, rendez-vous avec les tréfonds de l'inconscient. C'est vendredi, le 3 mai. Ça doit être 6 heures ou 6 heures. À 6 heures à la Cinémathèque. Ouais. Merci beaucoup, Gabriel. Merci, Robert.